Salut à tous et bienvenue dans votre rendez-vous fluff sur Iggy TV. Donc, c'est la suite, la partie 2 sur les arches fatidiques Vashtor. C'est indispensable d'avoir vu la première partie pour tout comprendre. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous engage à aller regarder cette première vidéo. Alors, avant de savoir si Vashtor va avoir sa réponse, eh bien, on dézoome un petit peu, on va à un autre théâtre de guerre. C'est les Vastes de Marwen. Donc, c'est un endroit qui se fait attaquer par la maison des chevaliers renégats Corvax et d'autres combattants qui utilisent en fait les ombres pour se téléporter et intervenir directement sur la planète. Les impériaux se demandent comment c'est possible, étant donné que il n'y a pas forcément de flotte en orbite, mais dès qu'il y a un petit peu une part d'ombre, eh bien il y a des renégats qui viennent intervenir. Donc, vous vous en rappelez, il y a tout un tas de croisades Indomitus et la plus grande, la croisade Indomitus Primus, qui a été lancée en premier, va utiliser une partie de sa force pour justement aller vers ce monde-là. Alors pourquoi ils y vont? Pas uniquement parce qu'il y a des appels à l'aide, bien sûr il y a toujours des appels à l'aide un petit peu tout le temps dans l'Imperium, mais en fait comme tous les chapitres, enfin comme toutes les sections plutôt appellent à l'aide, eh bien c'est un peu difficile étant donné que tout le monde est toujours en train d'appeler à l'aide, vous avez compris l'idée. Eh bien là ce qui se passe ici c'est qu'il y a tellement de difficultés que eh bien la dîme impériale n'est plus payée. Et oui, donc la dîme impériale, vous le savez, c'est tout simplement utiliser en fait ses ressources humaines pour les envoyer combattre dans les armées de l'Astra Militarum. Et si ça c'est pas respecté, eh bien là par contre il y a des interventions rapides. C'est assez amusant parce que quand on a des appels à l'aide de détresse, eh bien ça met souvent des années à ce que l'administratum le gère. Par contre quand la dîme n'est plus payée, eh bien là il y a intervention directe. Donc on a à la tête de cette force d'intervention, eh bien tout simplement quelqu'un que vous connaissez bien, le maître archiviste Tigurius des Ultramarines, qui est à la tête de la force opérationnelle 12, donc c'est une fraction de la croisade Indomitus Primus, qui est envoyé justement pour aller regarder ce qui se passe et pourquoi il ne paye plus la dîme. Et alors Tigurius, il n'est pas tout seul, il est accompagné aussi d'une force de la maisonnée Raven. Alors la maisonnée Raven, elle est assez vénère justement parce qu'elle s'est fait piquer tout simplement son monde primordial par les forces de la maison Corvax, hein, qui est assujettie à Be'lakor. Et ben voilà, et Be'lakor a utilisé en fait son pouvoir sur les ténèbres pour subtiliser en fait le monde. Donc les maisons Raven évidemment ont envie de se venger. Et puis ce qu'ils espèrent aussi, c'est faire payer à Corvax, parce que Corvax sans doute a perverti toute une partie des châssis des chevaliers impériaux pour les transformer en chevaliers renégats, et ça bien sûr c'est impensable. Donc toute cette force là va aller combattre sur cette zone, donc comment s'appelle, toujours le nom, les Vastes de Marwent, et ils constatent justement que les forces renégates eh bien bénéficient de pouvoirs un petit peu spécifiques en voyageant comme ça entre les zones d'ombre. Et en fait ce qu'ils découvrent aussi, c'est qu'il y a des Space Marines encapuchonnés, un petit peu mystérieux, et bien sûr, ça fait penser aux déchus. Et à partir du moment où ça a été intercepté, il y a tout un tas de satellites en fait qui sont toujours à l'affût de par les Dark Angels et qui guettent en fait les canaux astropathiques. Et à partir du moment où il y a une petite information et qu'on entend un tout petit bruit qui correspond au bruit que font les déchus, un tout petit bruit de souris, et bien là, il y a une intervention et puis on va analyser les choses. Donc il y a un croiseur rapide des Dark Angels qui est envoyé pour essayer de vérifier l'information. Il va scruter, voir ce qui se passe, alors pas tout de suite intervenir et puis défendre le monde, non, ça on va laisser ça aux autres chapitres, mais par contre ils vont analyser que en effet il y a une force assez grande, assez dangereuse de déchus qui se passe, enfin qui est en train d'attaquer le monde, et ça va engager justement une réaction assez énorme de la part des Dark Angels. Alors la réaction la plus énorme qu'ils peuvent faire, c'est bien sûr envoyer le Roc lui-même. Donc vous avez le Roc qui se prépare à rentrer en guerre, et la moitié du chapitre des Dark Angels qui se téléporte, enfin qui se matérialise aux environs du Vaste de Marwen, j'ai vraiment du mal avec ce nom, pour attaquer en fait cette zone-là et puis capturer un maximum de déchus. Alors j'en profite pour ceux qui aiment bien les nombres et dont moi, là on nous dit qu'il y a une dizaine de vaisseaux qui représentent en fait la moitié du chapitre des Dark Angels. Donc on peut imaginer, on va dire une dizaine, on va dire 60, on va être généreux, on va être plus que la moyenne, ça fait à peu près 120 vaisseaux, on peut aller jusqu'à 150 vaisseaux qui constituent la force opérationnelle des Dark Angels. Donc voilà, c'est pour replacer un peu les chiffres dans les valeurs avec les croisades Indomitus et ce genre de choses, comme on l'a fait déjà depuis plusieurs vidéos. Alors le Roc, j'espère que vous connaissez un petit peu, c'est un vaisseau spatial ou un morceau de planète, parce que c'est la planète Calimera
Caliban. C'est le plus gros morceau de la planète Caliban qui avait été détruite pendant l'hérésie d'Horus. Et bien ce morceau, avec la forteresse monastère des Dark Angel, a été transformé en vaisseau pour voyager comme ça à travers le Warp. Donc c'est a priori une des plus grandes constructions navales. C'est plus grand qu'une arche fatidique, donc c'est plus grand qu'un Space Hulk, et c'est un féodé à l'Imperium. Enfin, quoique, non, si, c'est un féodé au Dark Angel, en tout cas. Et bien, cette flotte-là apparaît justement pour aller prêter main forte à Tigurius, qui s'occupe justement de Morrowind. Mais aucun plan ne survit au contact de l'adversaire, et c'est là qu'arrive une masse énorme, et c'est Vashtor qui arrive avec sa propre arche fatidique lourdement modifiée. Alors cette arche fatidique, on va en parler, c'est tout simplement, vous vous rappelez, l'IA, où il avait pactisé avec l'IA en disant, eh bien, donne-moi les informations sur le roc, et en échange, je te donnerai un corps et un but. Eh bien, le corps, c'est une arche fatidique complète. Alors, l'IA qui s'appelle, alors elle a son propre nom, qui s'appelle la Myriade d'Orak. Eh bien, cette IA, en fait, intelligence abominable, a fusionné et a fait le tri un petit peu à l'intérieur du Space Hulk pour le transformer justement en arche fatidique. Là encore une fois, je vous amène vers mes premières vidéos, vous voyez, tout a un sens, tout est lié, et elle a profité de ses compétences pour améliorer l'arche fatidique. C'est la plus grande, la plus balèze, tout simplement. C'est le cas aussi parce que Vashtor l'a améliorée. Alors, dans les améliorations capitales, on a une super arme, en fait. Cette super arme, c'est assez amusant, elle a été construite depuis des centaines d'années par 5 mondes forges du Mécanicum Noir qui ont eu des révélations, ont eu des cultes et se sont vus confier en fait la réalisation d'une arme colossale. Mais après, eux-mêmes ne savaient pas qu'en fait il y avait d'autres mondes qui agissaient aussi de la même façon. Et en fait, c'est chacune de ces armes, on nous dit, elle est aussi grande qu'une cité ruche. Vous voyez un peu l'ampleur de la chose, une cité ruche quand même. Donc voilà, faut imaginer vraiment que les armes sont colossales et viennent s'agglomérer en fait autour de ce Space Hulk pour la transformer encore une fois en une arche fatidique avec une arme de destruction. Alors destruction massive, mais en fait je pense que c'est vraiment en dessous de ce que c'est possible. Mais vraiment 5 armes qui ensemble fusionnent pour donner une arme vraiment colossale. Alors, cette arme-là, elle est alimentée par quelque chose d'assez spécial. En fait, on a des sortes de cages qui emprisonnent le Warp. Alors, on nous explique que c'est des sortes de champs de Jailer qui sont inversés, c'est-à-dire qui capturent le Warp et qui le maintiennent en fait dans l'espace réel. Et on utilise ça un petit peu comme une dimension de poche chez les Nécrons, ou comme, il y a eu ça dans des romans de science-fiction que j'ai pu lire, c'est une sorte d'énergie infinie qui est contenue dans l'espace réel et qui va servir justement à alimenter ces canons cataclysmiques. Alors le nom de ce super vaisseau, c'est l'Orak Unleashed. Alors sachant qu'il y a quand même des petites erreurs de traduction parce que d'un passage sur l'autre, à un moment ça s'appelle l'Orak Unleashed et à un moment ça s'appelle l'Orak Exalté. Donc on va partir sur l'Orak Unleashed parce que c'est le premier qui a été utilisé, mais vraiment le petit problème de traduction parce que au sein des mêmes paragraphes on a les deux noms. Donc il y a un moment donné, moi j'étais perdu, je me dis tiens c'est encore un autre vaisseau, ou alors peut-être qu'ils ont donné ce nom-là avant qu'il gagne la super arme, mais en fait non, parce qu'après il redevient exalté pour après de nouveau être Unleashed. Donc comme Unleashed ça a été plus employé, on va l'appeler l'Orak Unleashed. Et alors cette arche fatidique, elle n'est pas toute seule, et ça c'est assez intéressant parce qu'elle est bien sûr au sein d'une funeste flotte, et cette funeste flotte, elle est constituée assez majoritairement de vaisseaux des Iron Warriors. Et on apprend que Vashtor, depuis des années en fait, a un pacte, une alliance en fait, avec Perturabo, le primarque des Iron Warriors. Donc là je vois tous ceux qui se disent, ah bah oui justement les Iron Warriors ça pourrait être assujetti justement à Vashtor, parce qu'on avait les empereurs Children avec la neige par exemple, les World Eater avec Korn, et ben voilà. Là, en effet, on a les Iron Warriors qui sont plus ou moins assujettis. Alors, on ne peut pas dire qu'ils sont assujettis, mais en tout cas, il y a une alliance et une connivence entre Perturabo, hein, le prince démon, et puis Vashtor. Même si on dit qu'ils ne se respectent pas forcément et qu'ils ne s'aiment pas forcément, mais vous savez ce que c'est, les alliances dans le chaos, et je t'aime moi non plus, tuons ensemble l'Imperium. Alors, il n'y a pas que des Iron Warriors, il y a aussi de la Black Legion, forcément, parce qu'on se rappelle, même si là, il est assez éclipsé, hein, pour l'instant, dans tout ce que j'ai lu, le maître de guerre, Abaddon, est assez éclipsé, il est vraiment en arrière-plan, même en fait,
Vashtor s'amuse à lui donner le change en allant discuter avec lui, en lui demandant « Ah, faudrait que tu me donnes des forces, justement, j'ai besoin de ta Black Légion pour accompagner mon arche fatidique pour aller attaquer justement le roc. » Mais voilà, on sent vraiment qu'il est vraiment mis de côté et qu'à ce côté, c'est juste un pion qui est utilisé et puis on va lui donner un petit peu de poudre aux yeux en disant « Oui, si, je continue à faire ce qu'on a convenu, bien sûr. » Alors après, on va tomber dans du combat spatial et on nous dit que c'est grâce à la puissance de calcul de Vashtor, ces éléments de causalité, c'est l'interception spatiale la plus efficace qu'il y a jamais eu depuis 10 000 ans de guerre. Donc tout simplement, le roc se trouve débordé, les dizaines de croiseurs impériaux, enfin des Dark Angels, se trouvent assaillis et puis se prennent des bordées colossales. La plupart sont gravement endommagés, beaucoup sont détruits, mais ce qui est certain, c'est que le roc, lui, tient bon. Pourquoi? Parce que le roc, il a un petit artefact incroyable qui s'appelle l'égide de la Gorgone. Et l'égide de la Gorgone, c'est tout simplement un champ de protection qui est colossal et qui va dévier même les tirs les plus colossaux qui sont déployés contre lui. Donc, il va résister, c'était pas le cas bien sûr de tous les vaisseaux qui sont autour de lui, mais il voit bien que malgré tout, ça va être compliqué de résister à l'assaut de la funeste flotte dans son ensemble. Donc la décision est prise de rejoindre le plus vite possible les défenseurs de alors j'ai du mal avec son nom, je le relis, donc la vase de Marwen avec la croisade d'Indomitus qui est pour justement s'entraider. Ah, les Dark Angels, ils veulent s'entraider d'un coup, tiens, c'est étonnant, alors qu'avant, faut quand même noter qu'ils étaient en train de regarder un petit peu de loin et juste étudier s'il n'y avait pas eu de déchus, ils n'auraient pas été prêté main forte, hein, non, je crois pas. Alors pendant ce temps-là, au sein du roc, en fait, celui qui est à la tête des opérations, c'est Belial. Salut Belial. Et tout simplement, pourquoi? Parce que Azrael, lui, il vient de franchir le Rubicon Primaris. Le Rubicon Primaris, c'est quand vous avez un Space Marine Firstborn, c'est-à-dire les anciens Space Marine classiques, qui passe le Rubicon Primaris pour devenir un Primaris. Et le grand maître aussi a choisi cette voie-là. Alors, dans l'opération, quand même, il est mort 2 fois. C'est vraiment intéressant de se poser la question de qu'est-ce que c'est la définition de la mort pour les auteurs de chez Games Workshop. Mais bon, en tout cas, toujours est-il qu'il est mort 2 fois. Bon, ça doit être le destin de ceux qui passent le Rubicon. Et la deuxième fois, alors on ne parle pas de la première, je ne sais pas comment il a été remis à la vie, mais en tout cas, la deuxième fois, c'est grâce aux Guetteurs des Ténèbres. Vous savez, les Guetteurs des Ténèbres, c'est ces petites créatures en fait qui sont un petit peu partout dans le roc et qui suivent les Dark Angels sans jamais parler. Et bien là, ils sont intervenus. S'ils avaient qu'une mission, c'était sauver justement Azrael et ils l'ont fait. Donc malgré les défaillances de son corps physique, Azrael sait bien qu'il doit absolument aller combattre, il ne peut pas rester sur un lit d'hôpital, alors que tous ses fidèles frères de bataille sont en train de lutter. Donc lui, il se lève, il y va, et il va essayer d'intervenir pour aider du mieux possible en fait son chapitre. Alors même si c'est la plus incroyable embuscade spatiale qui ait jamais existé depuis 10 000 ans, les Dark Angels, forts de leur courage, de leur vaillance et de leur détermination, je pense que c'est ça le mot, ne vont pas céder et vont faire tout leur possible pour essayer de détruire le maximum de vaisseaux renégats. Donc on apprend quand même que un quart de la flotte, de la funeste flotte est quand même détruit. Une funeste flotte c'est quand même assez énorme. Donc un quart c'est quand même un beau score pour le roc. Donc malgré tout, le roc fonce vers la croisade d'Indomitus. Alors la croisade d'Indomitus, elle n'a pas encore conscience que le roc est arrivé, étant donné que là, tout ce qui vient de se passer, ça se passe peut-être en 1 minute. Hein. Vous voyez, il y a des tas de vaisseaux qui explosent, des ordres qui sont donnés, on avance, ça se passe vraiment très vite, donc il n'y a pas encore eu de réaction de la flotte Indomitus. Malgré tout, le roc se rapproche et l'Oracle Unleashed, donc le vaisseau qui est contrôlé par l'IA, va le prendre en chasse. Et quand il le prend en chasse, il va charger en fait ses 5 super armes, donc sa super macro giga arme de la mort qui tue tout, et il va tirer en fait sur le roc. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait tous ces armes en fait sont faits dans un seul but, c'est justement de détruire le générateur, à savoir l'égide de la Gorgone. Et avec une synchronisation warp, des micro-fractales secondes, une énergie bien calibrée, ça réussit, et en fait le champ d'énergie du roc qui était impénétrable jusqu'ici, qui n'avait jamais été pénétré, se trouve annihilé en un instant. Alors bien sûr, ça va avoir des dommages collatéraux justement sur les Dark Angels qui sont à l'intérieur et qui se prennent des arcs électriques. Donc là, le Belial qui commande le vaisseau sait qu'ils ne pourront pas échapper en fait à un abordage. Alors peut-être que vous vous demandez pourquoi Vashtor veut-il absolument attaquer les Dark Angels? Est-ce que c'est pour détruire ce chapitre? Non, bien sûr que non.
motivation, les motivations de Vashtor, c'est uniquement récupérer les éléments de sa clé. Et en fait, on nous apprend qu'il a déjà récupéré 2 des 3 éléments indispensables au cœur de la clé. Alors après, on peut toujours se dire oui, mais si on n'a que le cœur et qu'on n'a pas les poumons, par exemple, vous voyez, il va nous manquer des éléments. En tout cas, encore une fois, hein, je vous rappelle, je fais en sorte de lire progressivement le livre. Donc là, tout ce que je vous dis, c'est sans avoir lu la fin de ce chapitre-là de Ark of Omen de Vashtor. Donc c'est pareil, c'est des conjectures, ça n'engage que moi pour l'instant, mais c'est aussi la possibilité que je peux avoir d'imaginer les choses avant que je les ai lues et qu'après je me dis ah oui d'accord. Mais comme on nous dit que c'est les 2 tiers qui sont réunis, il ne nous reste plus qu'un seul élément. Si Vashtor réussit, est-ce que c'est pour autant que la clé sera forgée? Pas forcément. En tout cas, il aura le cœur qui est indispensable à son fonctionnement. Donc vous voyez, c'est toujours un petit peu, on vous dit oh là c'est extrême, mais en fait oui, mais il y a toujours une roue de secours. Alors maintenant que le champ de force est détruit, eh bien évidemment le roc commence à subir les assauts directs des flottes renégats, avec bien sûr des frappes par téléportation, des torpilles d'abordage, et encore une fois, Vashtor, il a cette capacité de voir en fait la structure des choses, de voir exactement comment les choses fonctionnent, et ça lui permet eh bien, de regarder et de voir que là il y a un point faible, là derrière la croûte, si on gratte un petit peu, on va trouver une conduite d'aération qui permet de rentrer à l'intérieur sans passer par le mur de protection. Vous voyez, tout ce genre de choses qui lui donnent vraiment un énorme avantage. Alors au sein des Dark Angel, eux bien sûr, ils savent qu'ils se font aborder et qu'ils vont devoir défendre leur station spatiale, mais ils n'ont pas tous la même connaissance de pourquoi ils se font attaquer. Parce que bien évidemment, le cercle intérieur, lui, sait qu'il y a des secrets qui sont bien plus importants de garder que simplement protéger l'apothécarium avec les glandes progénoïdes ou eh bien, le générateur ou ce genre de choses. Alors que ceux qui sont simplement à des échelles un peu plus basses, les Dark Angel, eux en fait, ils n'ont pas de notion de ça, donc ils savent qu'ils doivent défendre les choses, mais pas forcément au bon endroit. Et ça, c'est quelque chose qui peut être utilisé justement par Vashtor. Alors, ce qui se passe, bien évidemment, c'est qu'il y a des tas de fronts qui vont se créer. Il y a 2 fronts vraiment principaux. Il y a le combat à la surface et le combat en sous-sol. Alors, le combat à la surface, il est mené par des troupes des Iron Warriors et puis des troupes mécanisées pour justement essayer d'attaquer les générateurs Ah oui, alors ce que je vous ai pas dit, c'est que malgré tout, quand même, histoire de dire, il y avait des champs de force de sécurité, hein, de sauvegarde, qui n'avaient pas été réactivés depuis 10 millénaires. Eh bien, les Tech Marines les réactivent en dernier recours. On ne sait pas combien de temps ça va tenir, mais en tout cas, ça permet eh bien, de donner l'échange et puis de ne pas laisser le roc sans protection. C'est quand même dommage qu'il se fasse détruire par quelques coups de laser de l'extérieur. Mais en tout cas, eh bien, les Iron Warriors, justement, une force de la Black Legion, cherchent à détruire en fait ces générateurs. Alors Belial, qui supervise en fait la défense du roc, hein, parce que Azrael, lui, était en convalescence ou en train d'aller se battre, eh bien, il se rend compte que la force qui est justement en surface n'est là que pour essayer d'attirer le maximum de Dark Angel pour protéger le roc, alors qu'en fait, le vrai but, c'est d'aller chercher justement les secrets des Dark Angel. Donc il va essayer d'utiliser à bon escient en fait ses forces, mais il peut pas justement contrer totalement en fait, vous voyez, il essaie de faire justement le point de rupture, c'est-à-dire juste ce qu'il faut pour pas tomber, mais pas beaucoup plus parce que le reste est vraiment plus primordial à défendre. Alors c'est une position qui est assez dure hein, pour Belial, parce que Belial c'est quelqu'un d'un peu plus sanguin hein, chez les Dark Angel, donc il a envie d'aller se battre, hein, il a son armure Terminator, il est là quand même pour un petit peu bouter les et du déchu, donc c'est difficile pour lui, mais par honneur quand même, il décide d'accomplir sa mission, même aussi ingrate soit-elle. Alors ensuite, on est vraiment sur du combat. Je vais zapper pas mal de pages en fait, parce que bon voilà, il n'y a rien en termes de lore qui est vraiment notable. Là, je vais m'attacher vraiment au lore, pas vous raconter les combats. Ce qui est important, c'est qu'on va arriver au climax de la bataille. À un moment donné, on se retrouve devant la porte sans nom. La porte sans nom, c'est le dernier rempart qui protège les secrets des Dark Angel. Alors dans les secrets des Dark Angel, vous avez bien sûr des artefacts, des armes, mais aussi des personnes qu'il ne faut absolument pas libérer, des individus très dangereux et louches, donc qui doivent rester secrets. Donc c'est la dernière ligne de défense, c'est là où Azrael va justement porter secours à Ézéchiel, grand maître archiviste des Dark Angel, qui lui va exhorter en fait tous ses frères de bataille à défendre chèrement leur vie pour protéger dos au mur, dos à cette porte,
afin que leur vie soit donnée jusqu'au dernier pour que personne vraiment ne passe cette porte. Parce que les Dark Angels, ils sont évidemment sur un dilemme. À partir du moment où eh bien, la porte est franchie, eh bien, la plupart des Dark Angels ne savent pas ce qu'il y a derrière. Et en fait, Azrael dit bien que si jamais ses propres frères devaient découvrir ce qu'il y a derrière, ça provoquerait des dommages bien plus importants que toutes les destructions physiques qui sont causées actuellement au Rock. Donc voilà, c'est la porte à tenir, la zone à ne pas dépasser. Bien sûr, c'est la zone que va attaquer en priorité Vashtor. Vashtor, lui, encore une fois, il est attiré par ce fragment. Vous savez, chaque fragment a une sorte de musique que lui peut entendre, que certains psycheurs peuvent entendre, et il est attiré un petit peu comme en gros avec l'Orphéon psychique. Il est attiré vers ce fragment, il a envie de le prendre. Donc, il sait qu'il doit mettre, encore une fois, les mains dans les engrenages et qu'il ne va pas pouvoir se passer et gérer ça à distance. Donc, il attaque directement cette porte qui est protégée par Ézéchiel, justement. Et alors qu'il est sur le point d'intervenir et puis de tuer Ézéchiel, Azrael vient s'interposer pour protéger Ézéchiel et bien sûr la porte sans nom. Et voilà, il va se battre du mieux qu'il peut. Maintenant, vous le savez, il sort en fait du Rubicon Primaris, donc il sait qu'en fait son corps est un petit peu défaillant, donc il y a quelques petits problèmes. Vashtor, vous savez aussi que lui, il a la capacité de contrôler plus ou moins les armes à distance, donc il y a beaucoup d'armes en fait, des Dark Angels qui vont s'enrayer, des grenades qui vont exploser, voilà. Alors, bon, là encore, vous voyez, il y a des fois des genres de pouvoirs, je sors un petit peu du cadre de l'histoire, mais c'est toujours le problème, et c'est ce que vous avez révélé vraiment dans les commentaires, il y a des pouvoirs qui sont un petit peu trop forts, et là je trouve que ce pouvoir de Vashtor il est un petit peu trop fort, parce qu'on peut imaginer que tous les porteurs de plasma, paf, ils font exploser tous les plasmas, tous ceux qui ont une grenade, paf, la grenade elle explose, les boltons ne peuvent plus tirer, ils sont asphyxiés avec leur armure, etc. Et au final, il l'utilise, mais il l'utilise, on pourrait imaginer qu'il n'y a pas de limite et qu'il pourrait l'utiliser vraiment bien plus. Mais bon, voilà. En tout cas, là, vous avez le duel épique qu'on a entre Azrael et Vashtor. Azrael, même s'il se bat bien et même s'il est aidé avec des artefacts légendaires, comme l'épée des secrets, malheureusement, il se rend bien compte que Vashtor est vraiment trop puissant, et Vashtor c'est un demi-dieu, il a une force colossale, et puis surtout il a une énergie infinie en fait, alors que eh bien, pour Azrael c'est un peu plus compliqué, il vient de sortir d'une opération, et puis lui c'est un mortel, donc en fait il se fatigue au fur et à mesure, et malgré toute son expertise, il arrive juste à faire le poids pour ne pas se trouver eh bien, tout simplement tué par Vashtor. Et alors qu'Azrael commence à comprendre que son destin est scellé, eh bien on retrouve Bélial qui se dit je peux pas laisser mon maître de chapitre tout seul, donc il faut absolument que j'aille intervenir, et il est prêt à laisser la passerelle de commandement, et là tout d'un coup il y a une zone d'ombre immense qui arrive dans le vaisseau et qui traverse complètement le roc, et tout ce qui est touché en fait s'éteint et va disjoncter, et on se retrouve dans une pénombre où il n'y a plus que quelques flammes des armes, etc. qui vont illuminer les choses, et Bélial comprend que, eh bien, forcément, c'est négatif et ça ne va pas être à l'avantage des Dark Angels. Donc c'est là où il décide vraiment de laisser son poste et d'aller aider directement Azrael. Alors Azrael, quant à lui, il est vraiment en très mauvaise posture, mais Vashtor, en fait, lui, il se rend compte aussi que cette vague noire, eh bien, ce n'est pas de son fait. Alors que tous les Dark Angels pensent que c'est encore une machination de Vashtor qui va finir d'enfoncer le clou, eh bien, non, cette fois-ci, ce n'est pas Vashtor qui contrôle cette vague d'ombre, et bah, justement, Vashtor, en fait, il est curieux, et il se dit, mais tiens, qu'est-ce qui provoque, en fait, ces dysfonctionnements? Et comme lui-même, en fait, il est sensible à ce qu'il a créé, à savoir l'imagination, la soif de connaissance, eh bien, il va dévier, en fait, une partie de ses sens, de son esprit, pour essayer d'analyser à travers les auspex, les caméras, essayer d'analyser un petit peu ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est ce moment que va utiliser Azrael. Alors, pas pour le tuer, on aurait aimé, hein, mais non, pas pour le... Enfin, quoique, on aime bien Vashtor quand même, c'est un nouveau personnage, on ne veut pas qu'il disparaisse. Mais pour s'enfuir et réussir à l'esquiver et reculer un petit peu. Donc, Vashtor, lui, s'en veut, parce que Vashtor se dit « Ah mince, la victoire est en train de m'échapper. Encore une fois, j'aurais dû me concentrer sur la bataille, sur le moment donné, plutôt que de chercher à assouvir ma soif de connaissance et de savoir ce qui se passe. » Et vous avez eh bien, des ombres qui commencent à apparaître. Alors, vous avez, il faut imaginer vraiment des zones d'ombre un petit peu, de nuages, de lesquels sortent en fait des Space Marines encapuchonnés. Donc là, on entend que se murmure le nom de déchus, des déchus arrivent. Et les déchus, en fait, quand ils enlèvent leur capuche, eh bien, ce sont des membres des World Bearer et aussi de l'Alpha Légion. Et là,
Vashtor, il se sent aussi trahi, parce qu'en fait, ce qu'il pensait justement être des déchus, en fait, lui-même ne sait pas, en fait. Il est étonné de cette chose-là, et c'est là où vous dites qu'il y a vraiment, un peu comme des poupées russes, en fait, des plans imbriqués dans des plans, les gens se font manipuler, et c'est là où je trouve que vraiment, les arches fatidiques, ça répond à une attente que moi je pouvais avoir, en tout cas, à savoir des choses un petit peu surprenantes, et où on n'est pas sur une grosse ligne directrice, un petit peu ce qu'on avait vu avec Vigilus, mais bon, Vigilus, honnêtement, on oublie. Et là, ces Spirit Marines des Worldbearers et de l'Alpha Légion, eh bien, vont ouvrir le feu aussi bien sur les troupes de Vashtor que sur les Dark Angels. Alors, j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais en fait, là aussi, on a des démons qui combattent auprès de Vashtor, et c'est des démons qui sont inféodés à tous les dieux. On a eu des porte-pestes, on a eu des sanguinaires, on a eu des démonettes, donc c'est quelque chose que moi j'ai du mal à appréhender, mais j'ai du mal à appréhender comment les démons tutélaires de Slaanesh, Khorne, etc. Peuvent intervenir en faveur de Vashtor. Alors est-ce que les démons, enfin est-ce que les dieux ne savent pas que Vashtor lui-même, son plan, c'est d'accéder au Panthéon? Je ne sais pas, je trouve que c'est quelque chose qui est un petit peu flou pour moi. Alors après, on se rappelle aussi qu'on nous avait dit que Vashtor, il provoquait des dettes auprès des démons et que les démons devaient payer leurs dettes. On peut imaginer que ce sont des démons inféodés à Slaanesh, mais qui malgré tout voulaient plus de pouvoir et ont utilisé en fait les connaissances de Vashtor pour acquérir plus de pouvoir, en contrepartie d'un prix à payer, et que ce prix leur fait payer en les utilisant justement au combat. Alors ces zones d'ombre, elles commencent à apparaître, et puis de ces zones d'ombre, en fait, il y a des sortes de tentacules qui viennent attirer tous les démons. Donc vous avez démons contre démons qui s'annihilent dans le warp, vous avez les Hereticus Astartes qui luttent contre les Dark Angels, etc. Alors les Dark Angels, eux, en fait, ils profitent évidemment de ce côté un petit peu chaotique des choses pour se regrouper sur la porte sans nom pour la défendre. Vashtor se rend compte, va essayer de lutter contre ça, mais lui-même en fait se fait attaquer par cette fumée noire, et en fait, lui, il va lutter avec ses propres armes. Donc on a des sortes de mécadendrites qui viennent couper la fumée, il envoie de l'énergie motrice pour dissiper en fait les ténèbres, mais malgré tout, au fur et à mesure, il est en train de perdre, et les tentacules d'ombre s'enlacent autour de son cou et l'attirent en fait dans le sol. Et en fait, c'est un moment où il pense perdre pied, et il se dit bon, là je crois que j'ai vraiment perdu, et au moment où il se dit bah tiens, je vais être banni dans le warp, et bien en fait il se rend compte qu'il est toujours dans l'espace physique, dans l'espace matériel, et il se retrouve sur la plaine du roc, en fait, au milieu des batailles. Donc il voit tout le monde qui s'affronte à gauche à droite, et là je vais vous lire le passage afin que ce soit plus sympa pour vous. Donc là on a Vashtor qui se dit: l'imbécile vaniteux veut jubiler, en parlant de vous savez qui, vous l'avez deviné peut-être, et quelqu'un lui répond: non, ce n'est pas pour jubiler, mais pour humilier celui qui devrait se rappeler sa place dans le Panthéon. Donc vous l'avez deviné, hein, bien sûr, celui qui vient interférer, c'est tout simplement Be'lakor, le premier parmi les princes démons. Et il a bien sûr pas envie que Vashtor prenne une place plus importante. Ensuite, vous avez Be'lakor qui parle. Non, ce n'est pas pour jubiler, mais pour humilier celui qui devrait se rappeler sa place dans le Panthéon. Il aurait été bon, jadis mortel, que tu ne perturbes pas mon œuvre ici. Tu es le lèche-botte du fléau, aboya Be'lakor. Il est peut-être approprié que le ver huileux, roi de la suie et des déchets, ne soit qu'un simple outil dans la main d'un mortel. Vous voyez, il y a vraiment cette dualité, cette opposition aussi sur Abaddon, parce que Abaddon, c'est un peu le jouet du chaos. Lui-même, il sait que les forces du chaos luttent pour justement avoir ses faveurs, mais lui-même essaie de lutter contre ça. Donc il y a tout ce jeu de pouvoir qui est vraiment très intéressant, je trouve. Et là encore, introduire Vashtor, ça crée un nouvel équilibre, parce qu'avant on avait l'antagonisme en fait Be'lakor et puis Abaddon. Là on a Vashtor qui vient plus ou moins s'allier. Là on a un nouvel antagonisme entre Be'lakor et Vashtor. Ça fait tout un tas de forces qui viennent en fait équilibrer la puissance du chaos, parce que c'est vrai que sinon on peut dire bah, le chaos, vraiment ça va être dur de combattre. Mais voilà, toutes ces forces qui viennent s'entre-déchirer, c'est la nature du chaos. C'est vraiment assez intéressant pour faire perdurer les choses. Donc Be'lakor remercie quand même Vashtor d'avoir détruit le bouclier l'égide de la Gorgone, parce que c'est ce qui l'empêchait lui-même de pouvoir attaquer le roc et d'aller fouiller un petit peu en son tréfonds intérieur. Malgré tout, eh bien Vashtor lui dit bah je l'ai pas fait pour toi, hein, bien évidemment. Et donc baston épique. Donc on a à ma gauche Vashtor, à ma droite Be'lakor. Donc vous avez une superbe image. Et donc qui va gagner d'après vous entre Be'lakor et Vashtor? Moi honnêtement, je n'ai aucune idée. Franchement, je
n'ai aucune idée, et en fait, je suis encore au milieu de cette lecture. Je vous rappelle que j'ai fait exprès de pas lire l'ensemble en fait du bouquin pour pas me spoiler moi-même et pas influer en fait mon discours narratif en fonction de ce que je savais qui allait advenir. Donc là, à l'heure actuelle, je ne sais pas ce qui va se passer entre Be'lakor et Vashtor. Les deux ont des très belles figurines, ce serait dommage de les enlever, donc je pense qu'il va y avoir un statu quo. Je serais vraiment étonné que Be'lakor soit banni ou que Vashtor soit banni, je pense qu'il y aura une sorte d'entre-deux. Mais en tout cas, eh bien, la suite, vous la saurez dans la prochaine vidéo. Donc merci encore à tous de passer un moment fluffique avec moi, j'espère que cette série sur Arc of Omen vous plaît. Honnêtement, moi je suis vraiment pas déçu des 3 bouquins qu'on a pour l'instant, c'est vraiment super. Moi je prends vraiment beaucoup de plaisir dans cette série de vidéos. Je pense que ça équivaut plus ou moins pour l'instant à ce que j'ai éprouvé sur Gathering Storm, donc on verra comment ça va se résoudre. Mais en tout cas, le fait de le partager et de le vivre avec vous, je trouve ça vraiment super. Voilà, merci à vous tous, des gros bisous et à bientôt.